la fin de l'année 1 du projet qui s'appelle CAVA, donc qui a commencé l'année dernière, à peu près fin septembre, je crois. Donc, il s'intéresse à la qualité des eaux douces et aux valeurs de rejet pour les cours d'eau des milieux ultramarins. Voilà, donc l'idée, c'est un programme en fait, qui vient dans la continuité des programmes qu'on avait fait sur les métaux, dans le CNRT 2, et qui vient prolonger sur la qualité des eaux douces et justement essayer de trouver des valeurs moyennes, normales de qualité de ces eaux douces sur les massifs miniers. Donc avec de la géochimie des eaux, des études écotox, et puis donc essayer de proposer des seuils de qualité environnementale et des normes de qualité environnementale qui sont soumises ensuite voilà, pour être peut-être des valeurs réglementaires, mais on n'en est pas là. Là, c'est essayer de proposer quelque chose qui puisse donner une idée du bon état écologique des cours d'eau, trouver cette normalité de valeur qui permet, lorsque ça sort, de dire qu'il y a un impact. Voilà, donc le programme, il est coordonné par l'Université de Nouvelle-Calédonie, donc en particulier Peggy Nguyen-Leyon, qui en est la coordinatrice, avec donc l'Université de Bordeaux, l'UMR Époque, l'Université de Nice avec l'UMR Géo-Azur, BioEco et le CES Aero, donc qui participent également, et qui participent en particulier parce qu'on mène ce programme en parallèle avec un complément qui est financé par NIPERA. Donc, NIPERA, c'est l'association des producteurs de nickel mondiaux, qui s'intéresse à la toxicité du nickel en milieu tropical. Et donc, ils s'intéressent beaucoup à nos travaux et on a en fait un volet complémentaire qui est financé par eux, dont on parlera Peggy tout à l'heure. Voilà, donc c'est un projet qui est parti, qui est à la fin de sa première année, qui doit durer 36 mois, et puis qui bénéficie d'un financement CNRT de 25 millions. Voilà, ce que je voulais vous dire je voulais juste vous dire donc, que ce programme vient à la suite du programme intégré, donc DMML, Dynamine et Texco de la programmation précédente. Sur les métaux, on a également le programme chronique qui s'intéresse aux facteurs de mobilisation du nickel et du chrome, qui est coordonné par Paris Tuyau, qui se déroule et qui sera bientôt restitué, puisque c'est la fin également de la première année. Et puis, il y a des programmes Précica qui se déroulent également sur cette thématique des métaux et de leur toxicité, en particulier dans l'eau. Donc, le programme Nickel-Chrome, qui est un peu la suite de Métexpo, donc plutôt la suite de ce qui concerne l'alimentation des populations et l'imprégnation des populations en métaux. Et puis le programme Trémor qui s'intéresse au transfert des éléments traces métalliques par la matière organique qui est soute, donc notamment dans les colloïdes organiques. Voilà. Et pour vous rappeler qu'on a édité récemment la synthèse des 3 programmes DMML, Dynamine et Métexpo qui est disponible sur notre site internet et que je peux vous donner en papier si vous en avez besoin. Voilà. Donc je vais laisser la parole à l'équipe. Bien, donc je suis Peggy Nguyen-Leyon. Mes collègues Nada Selmaoui et Yannick Dominique vont partager la parole avec moi pour présenter les résultats de l'année. Donc, comme l'a dit France, le projet CAVAR pour qualité des eaux douces et valeurs de rejet pour les cours d'eau des milieux ultramafiques est un projet sur 3 ans. Un budget de 25 millions de francs complété par un budget de 17 millions apporté par NIPERA. Au niveau de l'équipe, ça regroupe 14 personnes, équivalent à 14 personnes dans les différentes équipes universitaires, bureaux d'études et CES Aero. En termes de masse salariale, c'est un projet pour lequel on a prévu de recruter 6 stagiaires de Master 2, un technicien en CDD de 6 mois et un postdoc sera recruté sur une durée de 1 an. C'est le complément financier apporté par NIPERA. À noter, juste parce que c'est partie d'éléments de contexte, nous avions au début du projet un doctorant qui avait rejoint l'équipe et qui devait travailler 3 ans sur le projet. Il s'est réorienté pour s'inscrire en master enseignement. Finalement, l'enseignement l'intéresse plus que la recherche. Donc, on va faire 100, mais voilà, c'était une ressource humaine sur laquelle nous comptions pour la mise en œuvre du projet. Ici, j'ai mis les contacts des personnes si besoin et si vous avez le PowerPoint. Donc, je vais rappeler rapidement quelques éléments de contexte en essayant de ne pas faire trop long. Donc, comme l'a dit France, ce projet fait suite
aux 3 projets des poules métaux, Métexpo, Dynamine, DNML. Donc, le projet Métexpo avait mis, donc c'était une première étude épidémiologique en Nouvelle-Calédonie qui ciblait la mesure des concentrations en métaux dans les urines de la population calédonienne. Et entre autres, ce projet a montré qu'on avait des valeurs qui pouvaient être supérieures au niveau généralement rencontré dans d'autres pays. Donc, on a une imprégnation de la population, après à savoir si c'est grave ou pas, ça c'est un autre sujet. En tout cas, on a des concentrations en métaux qui peuvent être élevées. Autre problématique, c'est la ressource en eau en Nouvelle-Calédonie. On a actuellement aux alentours de 413 captages, en tout cas d'après les dernières données. Sur ces captages, plus de 60% de ces captages sont des captages superficiels. Donc ça veut dire que l'eau est une eau superficielle, et l'eau superficielle est beaucoup plus vulnérable vis-à-vis des entrants, pollution, dépôts atmosphériques, ruissellement, parce qu'on n'a pas le pouvoir épurateur du sol. Et sur ces captages d'eau superficielle, 24% sont en zone minière, donc ça fait à peu près 100 captages qui sont en zone minière. Donc sur la problématique métaux dans les eaux superficielles, un premier travail avait été réalisé dans le cadre du projet Dynamine. Ce travail avait été réalisé dans le massif du Mont Konyambo. On avait récupéré les données avant l'exploitation minière, donc avant 2009 de KNS. On a traité cette base de données et on a pu en sortir un premier bruit de fond, qui est un bruit de fond sur le Mont Konyambo. Et je n'ai pas donné toutes les valeurs, mais ici quelques exemples de concentration en métaux avec la valeur médiane, le premier quartile, le troisième quartile, et puis en rouge, les recommandations de l'OMS. Donc on voit que des rivières qui sont qualifiées de rivières peu ou pas impactées ont des concentrations en métaux qui peuvent dépasser les recommandations de l'OMS. Tout ça pour dire que l'eau de rivière en Nouvelle-Calédonie sur substrat ultramafique est une source possible d'imprégnation de la population. Pas forcément la seule, bien évidemment, mais en tout cas, c'est une source possible. D'autres... Ah oui, j'ai oublié. Donc là, nous sommes à quel diapo augmentation de la turbidité avec 2 photos de rivière. Bon, c'est bon, vous suivez? Ouais. Oui, merci. Donc, les travaux menés il y a un moment déjà dans le cadre du projet CNRT fonctionnement de petits bassins versants miniers avaient montré, entre autres, que la concentration en chrome hexavalent augmente dans la rivière de Poro, dans la rivière et à l'embouchure. Je n'ai pas mis tous les détails, mais cette augmentation est associée à une augmentation de la turbidité du milieu. On a un transport solide qui est exacerbé en cas de forte pluie, et les matières en suspension sont source de chrome hexavalent. Ce travail a été publié, vous avez ici les références. Diapo suivante. Dans le cas du projet Dynamine, donc si on regarde les quantités de matière en suspension pour 5 rivières, 4 rivières non impactées et une rivière pour laquelle il y a une activité minière passée, donc une mine orpheline, on a une valeur médiane en matière en suspension qui est bien supérieure aux autres cours d'eau. Et quand on regarde les concentrations, les valeurs médianes des concentrations totales et des concentrations dans le dissous, on voit en rouge que les concentrations en métaux de cette rivière en aval d'une activité minière passée sont bien supérieures aux valeurs médianes des 4 cours d'eau, c'est ce qui est représenté en grisé de ce même massif du Mont Konyambo. Donc quand on n'a pas de gestion des eaux de ruissellement, on a en tout cas ici une augmentation nette de la concentration en métaux dans le total et dans le dissous. Diapo suivante. Dans le cadre du projet dispersion des métaux de la mine au lagon, nous avons également fait des études
en écotoxicologie. Plusieurs espèces ont été prélevées dans des cours d'eau du Mont Cognambo toujours, et on a mesuré les concentrations en métaux dans différents organes. Je ne montre pas la totalité des résultats, mais ici, sur cette espèce de poisson, on a pu montrer par exemple que les concentrations en métaux dans les organes, dans les branchies principalement de poissons prélevés dans la Thaléa gauche, qui est un bras de rivière impacté par l'usine, enfin par le site d'excavation, à des concentrations en nickel, chrome, cobalt, fer et manganèse bien supérieures aux concentrations mesurées dans le bras droit de cette même rivière, qui, elle, ce bras-là n'est pas impacté par l'activité minière. Alors, plusieurs choses. Le fait que la concentration soit beaucoup plus élevée dans les branchies, eh bien, nous montre qu'on a une voie directe d'exposition. Donc, c'est plus par la respiration que par ingestion de substances contaminées. Donc, ça veut dire que c'est principalement le métal dissous qui est assimilé. Et puis, ces différences de concentration très significatives nous montrent qu'on a une contamination avérée ici chez les poissons. Donc, à partir de toutes ces données, les questions qui se posent, eh bien, finalement, quels sont les critères qui font qu'on a un cours d'eau qui a un bon état écologique, et qu'est-ce qui fait qu'un cours d'eau est dans un mauvais état écologique quand on est sur substrat ultramafique. Alors, pour pouvoir discriminer un bon état d'un mauvais état écologique, il est nécessaire d'avoir plusieurs informations. La première chose, c'est de connaître le bruit de fond géochimique. Donc, on l'a fait sur le Mont Cognambo. Est-ce que ce bruit de fond géochimique est le même, quel que soit le cours d'eau sur substrat ultrabasique, donc généralisé à l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie? Ensuite, réaliser des tests d'écotoxicité sur des organismes pulsacucoles indigènes, donc présents en Nouvelle-Calédonie. On peut utiliser les tests standards sur des animaux qu'on ne trouve pas chez nous naturellement. Définir des standards de qualité pour les organismes de la colonne d'eau et pour les organismes des sédiments. Et enfin, à partir de ces données, dérouler une norme de qualité environnementale. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, le projet a été structuré en 3 tâches. La tâche 1, géochimie, dont NASA a la responsabilité scientifique. Tâche 2 et tâche 3, dont Yannick a la responsabilité scientifique. Tâche 2 sur le développement de biotests en laboratoire et la validation in situ des impacts. Et la tâche 3, dérivation de standards de qualité et d'une norme de qualité environnementale. Le complément financier NIPERA, dont l'objectif est de valider les modèles de biodisponibilité du nickel dans les eaux tropicales, eh bien, va alimenter la tâche 2 et la tâche 3. Alors, sur la tâche 1, il y a 4 sous-tâches. Première étape, collecter toutes les données existantes. Ensuite, compléter ces données par l'acquisition de nouvelles données, donc déployer plusieurs campagnes d'échantillonnage. Étudier la biodisponibilité des métaux dissous et particulaires. Et enfin, sur la base de toutes ces données, faire une synthèse de l'ensemble des connaissances, réalimenter les nouvelles données acquises dans la base de données structurée dans l'étape 1A pour bien définir ces bruits de fond géochimiques. Bruit de fond géochimique, il est question de voir si on peut discriminer un bruit, s'il est nécessaire de discriminer un bruit de fond en période d'étiage, en période de crue. Est-ce qu'il y a des variabilités en fonction de la localisation géographique? Est-ce qu'il y a des différences entre les différentes hydro-écorégions, par exemple? Donc, tout ça sont des questionnements que l'on veut traiter dans cette tâche 1. La tâche 2 est découpée en 4 sous-tâches. Première sous-tâche, collecte de valeurs d'écotoxicité, mise au point de protocoles type avec nos espèces indigènes. Ensuite, la réalisation des tests sur les organismes de la colonne d'eau, la réalisation des tests sur les organismes des sédiments, et ensuite, donc tout ça c'est fait au laboratoire. Et dernière étape, collecter des organismes in situ et voir si on retrouve in situ, dans des zones impactées,
des effets que l'on a mesurés en laboratoire. Donc, c'est la validation in situ des impacts. Et la tâche 3, donc à partir de toutes les données acquises dans la tâche 2, eh bien, dériver des standards de qualité pour les organismes de la colonne d'eau, des sédiments et la norme de qualité environnementale. Donc Yannick vous expliquera un petit peu plus en détail en quoi cela consiste. Alors, réalisation, j'apporte juste une petite nuance par rapport, on est à la restitution année 1, on a fait la réunion de démarrage en septembre 2019, il y a eu quelques soucis de conventionnement. L'université a signé la convention en mars 2020, Bioéco à peu près à la même époque, et les deux autres partenaires ont signé la convention en septembre 2020. Donc, ce n'est pas tout à fait une année 1. Hein, donc, voilà, on est. Bon, ça n'aura pas trop d'incidence finalement sur le calendrier, une petite incidence, mais pas dramatique, gérable en tout cas. Donc, on a travaillé ces premiers mois du projet sur la première partie, collecte des données. Il y a un stagiaire de Master 2 qui a été recruté pour structurer la base de données. Et on a travaillé aussi sur l'occurrence et la biodisponibilité de l'arsenic en contexte minier, puisque nous avions vu que les quantités d'arsenic étaient élevées sur substrat dans les eaux de rivières sur substrat ultramarins. Et au niveau de la tâche 2, les réalisations concernent justement la réflexion sur les protocoles et la collecte d'espèces et des études sur l'acclimatation, les conditions d'élevage en fait, de ces espèces. Yannick en parlera un petit peu plus en détail. Donc le technicien qui a été recruté a principalement travaillé sur ces aspects-là, à collecter des espèces dans les groupes. Les difficultés rencontrées, et après on parlera un peu plus de science, les difficultés rencontrées sont les suivantes. Au niveau de l'acquisition des données, on n'a pas encore toutes les données, on en a récupéré certaines, mais il en manque encore beaucoup. Alors, diverses raisons à cela. Quand on a commencé à vraiment travailler en début 2020 sur le projet, il y a eu la crise sanitaire. On a eu diverses réponses. Hein. On a eu des données sans difficulté. Il y en a d'autres pour lesquelles on a eu comme réponse c'est pas prioritaire, là on a d'autres choses à traiter. On est dans une situation économique difficile, on n'a pas les ressources humaines pour fournir les données. Ou alors aussi des problèmes de conventionnement. C'est pas toujours facile de s'entendre. Parfois, les critères dans les conventions sont vraiment drastiques, qui font que ça bloque et qu'on ne peut pas forcément se mettre d'accord. Donc voilà, c'est un petit point de blocage là-dessus. Autre difficulté rencontrée, c'est la qualité des données. Alors, je parle en général. Hein. En général, la qualité des données est peu satisfaisante. NASA en parlera un peu plus en détail dans sa présentation. La crise sanitaire, donc sur la collecte des données et le recrutement du stagiaire. L'étudiante de Master 2 venait de métropole, elle est arrivée au tout début de la crise sanitaire, elle a passé 7 jours à l'hôtel et elle est partie avant que les frontières ferment, elle a eu peur de rester définitivement bloquée en Nouvelle-Calédonie. Donc on a eu un encadrement à distance, l'encadrement de stage a eu lieu, mais c'était de loin pas optimal comme condition pour les échanges scientifiques et l'encadrement de cette jeune en formation. Et puis, dernière difficulté, on connaît finalement assez peu de choses sur les organismes des rivières en Nouvelle-Calédonie. On ne connaît pas grand-chose sur leur cycle de reproduction, sur leur biologie. Avant de les maltraiter, de les exposer à des quantités de métaux, eh bien, il faut qu'on connaisse quelles sont leurs conditions de vie pour pouvoir tester les effets hypotoxicologiques. Donc, finalement, on part de presque zéro au sujet de ces organismes. Au regard de tout ce que je vous ai dit en termes de difficultés, de décalage sur le conventionnement, sur la signature des conventions, je vous propose un nouveau calendrier. En rouge, c'est le calendrier initial. En vert, c'est le calendrier, nouveau calendrier qui est proposé, avec un décalage. On arrive finalement à une fin de projet en fin 2022. Un décalage de 3 mois, finalement c'est gérable. Un nouveau calendrier aussi parce que
il faut gérer les recrutements des stagiaires. On peut faire venir, pas faire venir. Donc ça impacte les différentes tâches. Donc c'est les raisons pour lesquelles on a glissé un certain nombre de choses un peu plus vers fin 2021, début 2022, plutôt que début de cette année. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout ce que je tenais à dire aujourd'hui, c'est que si la situation sanitaire s'améliore, que les frontières sont ouvertes au deuxième semestre 2021, le projet pourra être mené à terme. Si ce n'est pas le cas, on va être confronté pour la réalisation de ce projet à de grandes difficultés parce qu'on peut faire des tests écotoxicologiques sur des espèces de Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que les gens qui vont faire les tests doivent venir en Nouvelle-Calédonie. Donc le postdoc, financé par Mipera, les stagiaires et les partenaires de l'Université de Bordeaux doivent également venir. Il n'est pas possible de leur envoyer des espèces vivantes en métropole. Donc s'ils ne peuvent pas venir, ça va être très compliqué et là, il va falloir qu'on trouve un plan B, mais voilà, c'est ce qui pourrait mettre en danger l'accomplissement du projet si vraiment les frontières n'ouvrent pas. Donc si tous les tests Ecotop ne peuvent pas avoir lieu, la tâche 3 ne peut pas être menée à son terme. Donc voilà pour la vision globale du projet. On va rentrer dans l'analyse des résultats et je vais laisser la parole à Naza. Merci. Donc pour ceux qui sont à distance, j'ai oublié quelques diapos suivantes. On est à la diapo 15. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Naza Sentari, donc moi je suis de conférence en informatique. Et donc je vais vous présenter la partie donc. Non, c'est pas relevé. C'est pas relevé. Donc la partie voilà, donc la partie analyse des données existantes qui est dans le Work Package 1. Donc, on a réussi à avoir certaines données qui proviennent du gouvernement, de l'ONIAMO, de la SLN, etc. J'ai oublié l'autre partenaire. Donc, à partir de cette base de données, donc la stagiaire Agnès qui a travaillé au départ sur ces données, la mission c'était de créer une base de données uniforme et d'analyser les éléments et essayer de trouver, d'appliquer les scénarios qu'on avait prévus pour ces analyses. Donc, comme on a eu pas mal de problèmes par rapport à la qualité de cette base de données, on a travaillé surtout sur la méthodologie qui est maintenant mise au point et qui peut être appliquée une fois qu'on aura bien affiné la base de données et bien la préparée. Donc, je vais vous parler un petit peu des méthodologies et pourquoi on a utilisé ces méthodologies. Avant de rentrer dans le détail des méthodologies, je vais quand même décrire un petit peu la base de données pour dire que quand on parle d'une observation, en fait, on parle d'un échantillon avec toutes les concentrations d'éléments métalliques qui ont été mesurés sur cet échantillon, que ce soit en période crue ou en étiage, à l'état du sous ou total. Et puis surtout des échantillons qui sont sur des sols ultramarins. Alors on s'est rendu compte dans cette base de données à la préparation qu'il y a des unités de mesure qui n'étaient pas homogènes. Il fallait les convertir. Si on voulait effectivement utiliser la base de données pour faire des analyses multivariées, c'est-à-dire avec plusieurs éléments métalliques, c'était très difficile parce qu'il y a beaucoup de valeurs en compte, j'expliquerai un petit peu après. Hétérogénéité des données, donc avec des méthodes d'analyse qui sont différentes, et donc ça nous donne parfois sur certaines mesures de concentration, quand il y a une limite de détection, la limite de détection elle est différente suivant les méthodes. Et puis un autre problème qu'on a eu, c'est qu'on n'avait pas
toutes les informations sur les échantillons, notamment les coordonnées GPS, est-ce que ça a été prélevé au moment de crue, d'étiage, des fois on a l'information sur l'élément dissous ou pas, donc il manquait des informations par rapport à ça. Sur la base de données, on avait identifié 2 sites de référence qui ont été fournis par la SLM, dans les données de la SLM. Et ce qu'on a fait dans les scénarios, c'est qu'on a essayé de voir ces 2 sites de référence. Et on a aussi utilisé les données qui ont été analysées lors du projet Dynamine, donc des données de KNS, en prenant comme rivière ou bassin Pyeongchangbe qui comme un bassin supposé impacté, et puis 4 bassins, Iépia, Pandanus, Coco et Confiance, des bassins non impactés. Et on va essayer effectivement de voir les signatures de ces bassins par rapport aux autres bassins. Toujours sur ultramafique. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est la préparation de la donnée, qui a pris beaucoup de temps, ça on le sait. Pour préparer une donnée dans un processus d'analyse, on prend 80% juste pour préparer la donnée et la mettre en forme. Dans la préparation des données, c'était uniformiser les données, regarder les lieux, s'il y a les lieux ou pas, s'il manquait. On a essayé de voir aussi en fonction des régions, hydro-éco-régions. Et puis, on a regardé, séparer les bassins des lieux de référence, homogénéiser les unités de concentration. Et puis, on voulait aussi regarder, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les données, les valeurs qui sont à la limite de détection. On avait proposé une méthodologie, mais il faut qu'on discute avec les experts des données pour voir si c'est pertinent d'utiliser cette formule ou pas. Les scénarios qu'on a essayé de faire, c'est de séparer la base de données en considérant les échantillons prélevés en étiage, les échantillons prélevés en crue, et puis de prendre les mesures de concentration des éléments totaux ou les mesures de concentration en dissous. Alors on verra qu'effectivement, dans cette base de données, on avait essentiellement des données en crue, mais pratiquement pas de données en étiage. Et puis, il y avait des échantillons qui n'avaient pas d'informations, on ne savait pas si c'était lors d'une période de crue ou d'étiage. Je peux parler. Oui, je voulais juste savoir si, quand vous passez justement de la préparation de vos données à ce qui a l'air d'être le dernier acteur là, qui consiste vraiment à regarder la structure qu'on peut deviner à l'intérieur de ces données, est-ce que vous avez transformé des données pour les normaliser ou bien les standardiser, on va dire, par rapport à des moyennes, des écarts types, des choses comme ça? Non. Vous les avez utilisés on les a utilisés en brut. Alors, pour les analyses, pour les méthodes qu'on a utilisées, ça ne nécessite pas de normalisation. C'est vrai que certaines méthodes, on est obligé de normaliser les données pour pouvoir comparer l'un. Par contre, en termes d'unité de mesure, oui, on a essayé, on a mis à la même unité. Donc les méthodologies qu'on a utilisées, on a d'abord commencé par observer les tendances globales des concentrations en utilisant la méthode des box-plots, qui est très connue, c'est une méthode qui est visuelle, ça permet de voir un petit peu est-ce qu'il y a une variabilité dans les données, est-ce qu'il y a une différence entre les sites pour les mêmes éléments métalliques. À partir de ces observations-là, on a dans ces box-plots, on utilise bien sûr la médiane, les quartiles 1 et 3. Et c'est la médiane qu'on utilise comme étant une signature de chaque élément métallique pour les sites, pour chaque site. Donc la courbe qu'a montrée tout à l'heure Peggy, effectivement, elle est basée sur cette tracée de médiane. Donc on a
On a fait des comparaisons entre sites pour voir s'il y a des différences entre sites du même bassin. Et on a comparé aussi avec les sites de référence et puis aussi avec les concentrations des données de KNS. Ensuite, sur cette méthode, on a comparé bien sûr entre tous les sites, on a comparé en utilisant un test statistique pour valider la différence ou la non-différence des concentrations par site. Donc là, on génère un tableau énorme pour chaque élément métallique. On calcule, on regarde la différence entre deux sites, deux ADN. Et la dernière méthodologie qu'on a développée, qu'on a mis au point, c'est ici qu'on a fait les tests statistiques pour la comparaison des médianes de chaque site, et puis pour explorer finalement la base de données en prenant globalement les éléments métalliques quand c'est possible, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des valeurs qui s'en rendent compte, pour faire des analyses multivariées, notamment l'ACP qui est une méthode visuelle, et puis du clustering, c'est-à-dire du regroupement, de voir s'il y a des groupes qui se dégagent, qui sont homogènes en termes de ces concentrations. Et en fait, l'idée du clustering, c'est qu'une fois qu'on aura les groupes homogènes, on pourrait faire de la prédiction, et à partir de cette prédiction, avec une méthode de classification supervisée, on pourrait regarder quelles sont les valeurs qui discriminent effectivement entre deux sites différents, que ce soit un site impacté ou pas impacté, etc. Comme on l'a fait pour le projet Minami. Pour donner une idée de comment on a analysé les données en utilisant le processus étape par étape, là, c'est juste pour donner une idée sur les sites de référence. On a Copeto, Kawa et Q. Pour les concentrations en dissous et les concentrations en eau. Alors, effectivement, ici, on n'a pas utilisé, on n'a pas pris le scénario étiage parce qu'il y avait peu de données. Quasiment, des fois, par site, on a une valeur ou deux valeurs. Alors ça, pour donner une idée du nombre d'échantillons par site. Donc on voit ici qu'au Copeto, il y a pas mal d'échantillons qui ont été analysés. Là, on voit par exemple qu'il n'y en avait que 11. C'est pas beaucoup pour des méthodes statistiques, mais on a quand même essayé de voir ce que ça donne. Alors, pour la stratégie d'utiliser les éléments métalliques groupés pour faire une analyse multivariée, comme je l'ai dit, il y a certains échantillons sont par exemple mesurés, enfin on a mesuré un seul élément métallique, d'autres deux ou trois. Et donc on n'a pas effectivement une homogénéité d'analyse de concentration. Donc l'idée, au lieu d'enlever les échantillons qui n'ont pas globalement toutes les valeurs de concentration, on a procédé par élimination des éléments métalliques un par un pour voir effectivement, là par exemple, quand on enlève ces trois éléments métalliques, on se retrouve avec tous les échantillons. Si on rajoute le deuxième ici, ben, on a cet échantillon qui va disparaître et ça nous donne donc un tableau ou une base de données qui est réduite en nombre d'échantillons. Voilà, voici un exemple d'analyse en box-plot. Alors là, c'est une visualisation de ces box-plots qui nous donne une information, par exemple, par site. Ça nous donne la variabilité par élément métallique, et ça nous donne effectivement ici le nombre d'échantillons. Donc on voit bien qu'il y a des éléments métalliques où pratiquement il n'y a pas de valeur.
Alors là, on peut comparer visuellement. Par exemple, ici, on a des concentrations des éléments métalliques, des concentrations en dessous, et là, des concentrations des éléments métalliques totaux. Ça permet de voir effectivement pour chaque élément métallique est-ce qu'il y a une différence ou pas, juste visuellement. Là, c'est un exemple de comparaison entre sur les éléments totaux avec les 3 sites de référence et les autres sites qui ne sont, qu'on suppose, non référencés. Donc ça permet de voir s'il y a des différences ou pas. Mais on voit qu'il y a quand même quelques différences, notamment donc ici le site non référencé, non, le site référencé ici, les sites référencés ici, les sites non référencés ici. Donc on peut voir qu'il y a des variabilités ici, de très grosses variabilités dans les concentrations des métaux. Pour les signatures du fond géochimique, là, ici, on a pris les sites de référence, les 3 sites de référence. On voit qu'il n'y a pas effectivement tous les éléments métalliques, mais quelques éléments métalliques. Là, on a mis ici la signature de Fouet-Chambé de Poniambo, qui est donc supposée impacter, et on a rajouté ici juste la signature de Prony. On voit que la signature de Prony, elle se comporte vraiment bizarrement. Il y a plus de concentration élevée en plomb et en zinc, mais effectivement, les experts de données m'ont dit qu'effectivement, un Prony, c'est une décharge. C'est un site qui a une décharge, donc c'est normal que le comportement soit de cette manière. Prony, c'est quoi exactement? Prony, je ne sais pas, on regarde plus dans le détail ce qu'il y a exactement et la rivière. Mais si c'est la rivière qui passe au niveau du village de Prony, il y a une vieille décharge à l'arrière du village où il a été enterré pas mal de ferraille, des choses comme ça. Donc, on ne regarde plus dans le détail pour l'instant, on pose un peu plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cuivre, plomb et zinc, ce n'est pas des signatures informatiques, donc c'est pas logique. On s'attendait effectivement à avoir plus une concentration élevée en fer, en magnésium, et les éléments majeurs qu'on trouve sur le sol ultramafique, mais effectivement là c'était plutôt le blanc, le zinc, etc. Alors, la validation statistique de comparaison entre sites donc, se fait par le test de Wilson sur la différence des moyennes. Et on a donc généré des tableaux pour comparer chaque site, ou 2 sites 2 à 2, et on a regardé si effectivement les échantillons se comportent de la même manière ou pas. Donc, quand la probabilité est très inférieure à 0,05, c'est le seuil qu'on utilise pour dire ces 2 sites sont très différents significativement. Donc, on voit ici qu'entre ces sites-là, par exemple, on a des différences significatives pour l'élément métallique et le chrome. Donc, ça, on a généré. Pour chaque élément métallique, on a généré un tableau de comparaison qui nous permet de voir s'il y a des différences entre les sites. Est-ce qu'on peut les regrouper ou pas? Si on travaille sur la base de données en prenant les éléments métalliques globalement pour voir si les sites sont... Parce que là, on a comparé tout à l'heure les sites par éléments métalliques. Mais est-ce qu'effectivement, sur les différents éléments métalliques, est-ce qu'il y a une différence significative entre ces sites ou simplement pour certains éléments métalliques mais pas pour d'autres?
Donc on a utilisé une méthode de visualisation qui nous permet de voir s'il y a des groupes qui se forment. On projette effectivement le village de pointe dans des axes où l'information est très élevée. Donc on voit effectivement qu'il y a, sur cet exemple-là, on voit qu'il y a des groupes d'échantillons qui sont un peu séparés. Donc on se dit, est-ce qu'il y a des groupes qui se dégagent là-dessus? Donc c'est là où on a utilisé une méthode de clustering, de regroupement. C'est une méthode qui s'appelle Cummins, qui est très connue. Sauf que cette méthode, on est obligé de lui donner le nombre de groupes qu'on cherche. Il y a d'autres méthodes, effectivement, qui cherchent le nombre de groupes lui-même, mais ce n'est pas très robuste pour l'instant. Donc, on a utilisé celle-là. On a donc analysé les données sur certains sites quand on a assez de données, parce qu'on a filtré, effectivement, les échantillons où il n'y a pas assez de données. Et là, on voit qu'il y a des groupes qui se dégagent. Là, si on demande 2 groupes, il nous dessine ces 2 groupes. Mais effectivement, si on demande 3 groupes, là, on voit bien qu'il sépare ces échantillons avec ceux-là. Voilà. Donc, c'est ces méthodes-là qui vont nous permettre de voir s'il y a des groupes de sites qui se comportent de la même manière ou pas. Alors, on voit bien ici, par exemple, que les échantillons de chronie sont tout le temps séparés des autres échantillons ici. Donc là, il fait un groupe essentiellement des échantillons de chronie et un groupe qui regroupe Coué et d'autres sites. Voilà la méthodologie qu'on a utilisée pour cette base de données. Malheureusement, on n'a pas encore trié les résultats, parce qu'on a généré pas mal de tableaux, on a généré pas mal de clustering. Et l'idée, c'est de revenir sur la base de données de départ et de voir effectivement les échantillons, est-ce qu'ils appartiennent, est-ce qu'ils sont sur Ultramafic, est-ce qu'ils appartiennent au même site, il y a des sites qui sont retrouvent. On n'a pas fini parce qu'on a énormément de données montantes, et quand on regroupe certains éléments métalliques quand c'est possible, on se retrouve avec une centaine d'échantillons, ce n'est pas suffisant pour faire une analyse vraiment globale sur tous les échantillons, sur tous les sites. Donc, conclusion, il y a un problème de la base de données, donc à enrichir. Il y a des informations qui manquent, comme par exemple des références géographiques qui ne sont pas toujours renseignées, on ne sait pas des fois si c'est en étiage ou en cru. Donc, c'est des choses qu'il faudrait qu'on redemande si bien sûr sont disponibles ces informations pour pouvoir relancer notre méthodologie et avec les différents scénarios qu'on a donnés. Donc, perspective, renforcer la donnée. Donc, on espère avoir plus de données et avoir plus d'informations sur les autres données. Traitement de la valeur limite de détection. On va voir si cette formule va nous permettre effectivement de ne pas biaiser les analyses, parce que quand il y a énormément d'échantillons qui sont tous à une valeur limite, ben effectivement la médiane elle est décalée. On a essayé de faire des scénarios par site avec aussi par hydroécorégion ou par type de sol. Traiter les valeurs aberrantes, c'est quelque chose qu'on a fait, mais on les a exclues de la base sans savoir si elles sont juste des valeurs extrêmes qu'on peut garder dans la base ou alors c'est vraiment des valeurs aberrantes. On a une méthodologie qui nous permet de détecter ces valeurs extrêmes. Après, il faudrait qu'on regarde si ces valeurs extrêmes, elles ont été mesurées pour des échantillons en cru ou en étiage. Est-ce que la valeur extrême qui est haute, est-ce qu'elle est normale pour ce site à ce contexte-là? Donc ça, il faut qu'on les prenne un par un. Et puis derrière, comme je l'ai dit, après le groupement, on aimerait faire de la classification supervisée pour voir quelles sont les valeurs de concentration qui discriminent les lieux de référence et les lieux qu'on suppose impactés ou anthropisés.
récolter des observations et enrichir les variables et la période de prélèvement. Comme ça, on attend la suite. Merci. On regarde les données et on reviendra vers vous de toute façon pour compléter l'information. Donc, moi, je vais parler très rapidement de quelques résultats concernant l'arsenic. Donc, on est diapo 31 pour ceux qui sont à distance. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à l'arsenic? Parce que on a vu qu'il pouvait y avoir des concentrations élevées en arsenic dans les cours d'eau, des concentrations qui dépassaient les 10 microgrammes par litre, et ce n'était pas particulièrement attendu sur substrat ultramafique. Donc, le doctorant a travaillé sur ces aspects-là. Sur Montpellier-Beau, on a un total médian d'arsenic qui varie entre 4 et 8 microgrammes par litre, avec un troisième quartile qui varie de 3,5 à 12 microgrammes par litre. Donc, ça veut dire que l'on a des valeurs hautes qui peuvent dépasser les recommandations de l'OMS, même quand on est dans des scénarios de sites pas ou peu impactés. Et sur la fois de Chamboué, la valeur médiane est de 21 microgrammes par litre, sachant que la recommandation OMS c'est 10, donc on est bien au-delà. Donc on a voulu regarder un petit peu ce qui se passe d'un peu plus près. Donc les altérites de substrat ultramafique, donc j'ai appris ce terme-là pour tout ce qui est matériaux qui provient de l'altération de roches ultrabasiques. Donc ces altérites sont riches en petites, c'est la principale phase minérale détectée en général. Et la littérature, il est connu dans la littérature que les oxydoxides de fer ont une très forte affinité pour l'arsenic 3 et l'arsenic 5. Donc moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ces altérites sont des vecteurs potentiels de dispersion de l'arsenic dans les milieux ultramafiques? Pour répondre à cette question, on a collecté 33 échantillons dans 3 zones minières, sur le mont Cognambo, à Poro et aux alentours de la mine MKM. On a collecté 3 types d'échantillons, donc directement des sols miniers, des sédiments prélevés dans les décanteurs, des sédiments prélevés dans les rivières en aval des sites miniers, rivières impactées, et on a également collecté du sable de rivière en aval de sites miniers. L'arsenic s'analyse par voltammétrie avec une électrode en fil d'or. Ça se dose aussi par ICP optique, mais avec des limites de détection qui sont bien moins intéressantes que la voltammétrie. Et l'avantage de la voltammétrie, eh c'est qu'on peut aussi discriminer l'arsenic 3 et l'arsenic 5. Donc on a mesuré les quantités d'arsenic totales présentes dans ces altérites et les quantités d'arsenic échangeables, donc la fraction qui passe très facilement en solution grâce à un échange à l'hydrogénophosphate de potassium KH2PO4. Donc ça c'est le pic de l'arsenic. On mesure l'arsenic 3 et 5 si on fait un dépôt à un potentiel de moins 1 volt et on ne mesure que l'arsenic 3 si on fait un dépôt à un potentiel de moins 0,5 volt. Donc en jouant sur les conditions électrochimiques, on arrive à discriminer l'arsenic 3 et l'arsenic 5. Excusez-moi, les conditions d'utilisation, là, c'est juste pour des besoins laboratoires, ou est-ce que vraiment vous essayez de reproduire les conditions qui pourraient faire que l'arsenic ait été changé et passé en phase de... C'est des conditions de scénario maximum, c'est-à-dire qu'on force le passage en solution en utilisant l'ion phosphate qui est structurellement assez proche des ions arsenic et arséniate. Voilà, donc on force le passage en solution malgré tout, et ça donne une idée de ce qui potentiellement peut quitter quand même assez facilement la particule. Juste, je rebondis, c'est une petite parenthèse que je vais faire, parce que vous parlez du phosphate et de l'arsenic, et l'IAC a sorti un sujet de stage, et recherche un stagiaire pour, là cette fois c'est la mobilisation du taux du nickel, il me semble, dans les sols cultivés, ultramafiques, et où a priori il pourrait incriminer donc, des apports de phosphore pour la fertilisation, tout simplement, qui favoriserait du coup la mobilisation, pardon, du chrome 6. Hein. C'est pas du nickel, mais du chrome 6, mais je pense que voilà, c'est du nickel et chrome, et je suis co-encadrante de ce stage. D'accord, ok. Je faisais un lien, c'est mais tout à fait, il y a un lien. D'accord.
Ces réactions avec l'hydrogène phosphate de potassium pour mesurer l'arsenic échangeable, c'est pour voir si la particule libère facilement de l'arsenic, donc savoir si la particule est une source d'arsenic. Ensuite, on s'est posé la question si la particule peut être un puits d'arsenic, donc le piéger pour le transporter. Donc, on a aussi fait des mesures, des tests d'absorption. Donc, on a lavé des échantillons d'altérite avec de l'hydrogène phosphate de potassium pour enlever tout l'arsenic. Et ensuite, on a mis ces particules propres en contact de solutions d'arsenic. On a mesuré la quantité d'arsenic qui reste dans la solution au bout de 24 heures pour mesurer la capacité d'absorption de ces particules et pour calculer ce qu'on appelle le coefficient de partage, à savoir le ratio de l'arsenic absorbé sur la quantité initiale d'arsenic dans la solution. On a validé les mesures voltammétriques d'arsenic, je ne rentre pas dans le détail, mais tout ça pour dire qu'on arrive à des limites de détection qui sont intéressantes, 0,2 microgrammes par litre, avec un temps de déposition de 90 secondes, donc une mesure qui reste assez rapide. Donc c'est des méthodes analytiques qui sont intéressantes quand on fait des investigations environnementales. Alors, les résultats de concentration en arsenic total, donc là on est diapo 35. Vous avez en bleu les concentrations en arsenic total mesurées dans les altérites, aux alentours du Mont-Cognembo, de Kourou et de LKM. On a des concentrations qui varient ici de 27 milligrammes par kilogramme, 2,13, 1,44. Donc ça reste des concentrations qui sont assez faibles, rien à voir avec le nickel, le chrome que l'on trouve dans les sols, mais il y en a. Et on en a mesuré partout. Dans tous les échantillons, on en a trouvé. Donc, voilà, présence partout, même si faible. On n'a pas trouvé de différence significative statistiquement entre les trois sites. Et on n'a pas noté de différence significative entre les échantillons, les natures d'échantillons, sol, sédiments ou sable. En orange, vous avez l'arsenic échangeable, donc facilement soluble. 0,39 mg par kilogramme ici, 0,46 et 0,26 ici. Si on regarde un petit peu plus près l'arsenic échangeable, donc sur les 33 échantillons, on a pu détecter de l'arsenic échangeable sur 28 échantillons. Donc ça veut dire qu'une grosse partie des échantillons de l'arsenic qui passe facilement en solution, c'est uniquement de l'arsenic 5, ça c'est pas très surprenant, on est vraiment dans un milieu occident, pas du tout de traces d'arsenic 3. Si on regarde un petit peu plus près, on voit qu'on a quand même les échantillons qui ont été collectés en aval de sites miniers, que ce soit des sédiments ou du sable, eh bien, ont plutôt des valeurs hautes en arsenic. On n'a pas trouvé de corrélation entre la quantité d'arsenic échangeable et la taille des particules. Et les proportions d'arsenic échangeable, eh bien, la valeur médiane est de 10,6%. Donc ça veut dire que ces altérites peuvent être une source significative d'arsenic 5 facilement soluble vers les eaux superficielles si ces particules sont transportées sous forme de particules, sous forme de matière en suspension. Donc ça c'est un résultat intéressant en Nouvelle-Calédonie parce que finalement on ne s'est jamais vraiment intéressé à l'arsenic dans nos contextes, on s'est beaucoup focalisé sur le nickel, le chrome. Alors, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a, et l'arsenic est quand même particulièrement toxique. Au niveau des tests d'absorption, donc ça c'est la diminution de la concentration en solution quand on met des particules propres en présence de solutions d'arsenic. On a une capacité d'absorption qui est importante. Au bout de 24 heures, on a absorbé 70 à 100% de l'arsenic initial. Si on convertit ça en capacité d'absorption en fonction de la surface spécifique des particules, on a des capacités d'absorption qui varient de 0,003 à 0,0044 mg par mètre carré. Ce sont des choses qui sont en accord avec la littérature. Il faut savoir que les particules d'oxyde de fer sont étudiées pour leur capacité à absorber l'arsenic et pour dépolluer les eaux. Donc ça montre bien que ce sont des particules qui ont une forte capacité à absorber l'arsenic. Et on trouve, nous, des capacités d'absorption qui sont proches de choses qui ont été trouvées, des expériences qui ont été menées sur des latérites dans d'autres régions, sur de la goethite synthétique ou de l'hématite synthétique. Et donc on trouve des ordres de grandeur qui sont similaires. Donc les latérites
les altérites que l'on trouve en Nouvelle-Calédonie ont une capacité d'absorption qui est importante. En termes de coefficient de partage, on trouve aussi des ordres de grandeur comparables avec ce que l'on trouve dans la littérature. Donc ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est que ces altérites de roches ultramafiques, riches en goethite, peuvent aussi absorber l'arsenic. Donc ce n'est pas uniquement de l'arsenic qui viendrait de la particule et qui se met en surface, mais si elle n'en a pas, elle peut aussi le piéger. Donc ces particules sont des sources d'arsenic ou des puits d'arsenic. Donc elles ont un rôle dans le transport, la circulation de l'arsenic sur substrat ultramafique. Petite question par rapport à ce que vous venez de conclure. Est-ce que d'ordinaire, les sites sur ces particules qui peuvent absorber l'arsenic, est-ce qu'ils sont dans les conditions naturelles complètement saturés, ou en général, quand on les met en présence d'arsenic dissous, ils peuvent encore en absorber? Ça va dépendre de tout un tas de paramètres, ça va dépendre du pH du milieu, ça va dépendre de la taille de la particule. Donc... Dans les échantillons que vous avez eus, est-ce que vous avez dû les remettre, enfin les laisser tels qu'ils étaient, les mettre dans des conditions avec de l'arsenic dissous? Est-ce que de la même manière que vous l'avez observé sur des particules complètement désaturées, vous avez vu quand même une absorption? Ça vous l'avez pas testé? J'ai pas suivi. En fait, l'idée c'est est-ce que dans les conditions naturelles, on a des sites d'absorption qui sont tous saturés par l'arsenic de façon générale? Voilà, okay. Donc on a un potentiel d'absorption qui reste quand même toujours présent. Oui. Okay. Donc c'est principalement un puits quand même dans les conditions naturelles, plutôt qu'une source. Ça peut être les deux. C'est très difficile de répondre à votre question parce que c'est un équilibre qui dépend de la concentration dans le milieu liquide, qui dépend des charges de surface, qui dépend de la taille de la particule, donc c'est très variable. Je ne peux pas répondre à votre question. Donc voilà, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que de mon point de vue, l'arsenic est un élément qui est mesuré dans le suivi de la qualité de l'eau, mais pas forcément systématiquement, et il devrait l'être pour des études de la qualité de l'eau sur le bassin ultramafique. Voilà, c'est un élément, c'est un métalloïde à ne pas oublier dans nos contextes. Donc, ce travail a été publié, vous pouvez le retrouver, il a été publié cette année. Donc voilà, je ne voulais pas faire trop long sur l'arsenic. Oui, parce que c'est totalement. C'était inattendu. C'était inattendu, tout à fait. Tout à fait. Donc il faut bien évidemment de plus amples mesures pour comprendre vraiment comment ça fonctionne et comment l'arsenic circule. Mais en tout cas, il circule. Et le niveau d'oxydation de l'arsenic, on a eu 3 et 5, là, il y en a un qui est plus toxique que l'autre, il y en a un qui est plus mobile que l'autre. Oui, c'est une bonne remarque, j'ai oublié de le préciser. On a mesuré uniquement de l'arsenic 5, c'est normal, on est dans des conditions oxydantes. L'arsenic 5 est beaucoup moins toxique que l'arsenic 3. En termes de mobilité, c'est à peu près équivalent. L'arsenic 3 est beaucoup plus toxique. Par contre, si on se place en contexte d'eau souterraine, là, je n'ai pas travaillé sur les eaux souterraines, donc je ne sais pas. D'accord. Donc voilà, dans des conditions anoxiques, on pourrait avoir une transition arsenic 5 à arsenic 3. En tout cas, dans un contexte eau superficiel, tout est sous forme d'arsenic 5. Vous aviez des paramètres chimiques comme le potentiel redox, le pH, est-ce que avec cette information-là, est-ce que ce serait suffisant pour vous de déterminer quelle est la forme chimique? Ça donne une indication, mais les diagrammes de Courbet potentiel pH, ce sont des diagrammes qui vous donnent des informations thermodynamiques. Sauf que la thermodynamique, pour aller à l'équilibre, parfois c'est très très long. Donc instantanément, à un instant T, on peut être en dehors de l'équilibre et avoir des concentrations en chrome 6, en arsenic 3, même si on est dans des conditions thermodynamiques de stabilité de l'arsenic 5, parce qu'il faut un certain temps pour faire la transition. Donc les diagrammes potentiel pH, ça donne une indication qui est importante, mais c'est à l'équilibre, et parfois il faut énormément de temps pour aller à l'équilibre. Donc dans un contexte perturbé, on peut avoir des pics d'une forme par rapport à une autre si on a une perturbation à un instant T du milieu, avant que ça revienne à l'équilibre. J'ai une petite question, Peggy. Est-ce que vous avez mesuré aussi dans l'eau l'arsenic lorsque vous avez récupéré des échantillons
solide. Est-ce que vous avez aussi regardé ce qu'il y avait dans l'eau au niveau des criques, le même site? On n'a pas encore commencé l'échantillonnage. L'échantillonnage, on va le commencer tout début 2021, et c'est un paramètre que l'on suivra effectivement. Mais pour le moment, on a travaillé, là on a collecté des échantillons solides, on n'a pas travaillé encore sur les échantillons d'eau, ça va être fait début d'année prochaine. J'ai une question, quand on analyse l'arsenic pour des mesures de routine, par exemple, est-ce qu'ils analysent l'arsenic total ou est-ce qu'ils font la distinction entre trois types? Non, parce que ce sont des mesures généralement qui se font soit par ICP-MS, soit par ICP optique, et ça c'est l'arsenic total. On ne peut pas discriminer. Pour discriminer, il faut d'autres méthodes. Ça peut être la chromatographie ionique. On va s'équiper d'une chromatographie ionique via le Cressica, une bonne nouvelle, ou par voltammétrie. Ce sont les deux principales techniques qui sont utilisées pour discriminer les deux formes d'arsenic. Donc c'est une information qu'on n'a pas. Oui, bah, du coup, on a terminé avec la tâche 1. Yannick va nous présenter les premiers éléments de résultat de la tâche 2. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, moi, je vais vous présenter les premiers éléments d'avancement de la tâche 2, qui consiste essentiellement donc, à développer, comme vous avez dit tout à l'heure, des biotests en laboratoire et une validation in situ des impacts ensuite pour définir des valeurs seuil et des normes de qualité environnementale donc pour le nickel, le chrome et le cobalt, trois métaux qui nous intéressent dans le cadre de ce projet. Donc ça, c'est plus des approches écotoxicologiques. Donc là, on va se baser uniquement sur des approches écotoxicologiques, où on couplera bien sûr la chimie qui est mesurée dans les milieux, donc puisqu'on a besoin de ces valeurs pour savoir à combien il faut exposer les animaux pour voir après les effets derrière. Et également, comme je détaillerai plus tard, on a également besoin de connaître les différents paramètres autour de ces métaux, pH, redox, etc., pour voir comment la biodisponibilité de ces métaux va varier dans la colonne d'eau pour les organismes et comment elle va impacter la toxicité sur les organismes. Donc, un petit rappel pour commencer, juste sur le développement des valeurs seuil réglementaires, comment elles se développent habituellement, donc ces valeurs seuil. Il y a des standards qui sont apposés, donc que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, c'est sensiblement les mêmes, quelques variations près. Donc, sur les méthodes pour développer ces valeurs seuil. Donc, ou ce qu'on appelle les normes de qualité environnementale, que j'appellerai par la suite les NQE. Donc, globalement, c'est que la concentration d'un polluant ou deux polluants dans l'eau, on va le rechercher dans l'eau, dans les sédiments et dans le biote. Et elle ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement. Ça, c'est la définition de ce que sont ces NQE. Donc, on va chercher mettre en place plusieurs étapes pour élaborer cette NQE. Et donc, déjà, on va chercher à identifier les récepteurs et les compartiments à risque. C'est-à-dire qu'on va se centrer et on va étudier vraiment les compartiments qui sont à risque. Pour certaines substances, ça peut être les poissons, l'homme. Pour d'autres substances, ce ne sera pas les mêmes compartiments qui seront en risque parce que la substance ne se comporte pas de la même façon dans le milieu et elle n'est pas disponible pour certains organismes ou certains compartiments. Certaines substances sont moins disponibles dans les sédiments, certaines le sont plus. Donc il faut regarder les substances sur lesquelles on travaille et regarder quels sont vraiment les compartiments à risque. Ensuite, on va chercher à collecter des données et évaluer leur qualité. Donc c'est identifier toutes les propriétés physico-chimiques des substances. Donc collecter l'ensemble des données qui existent, si elles existent déjà, donc toutes ces données qui sont des données générées par des tests d'écotoxicité, donc des analyses chimiques dans le milieu, des analyses chimiques en laboratoire, et qui servent à dériver ensuite des normes. Donc là, on voit qu'on a besoin de données au départ pour dériver les normes. Donc souvent, et en Calédonie notamment, on se retrouve sans données initiales, donc il va falloir générer ces données pour ensuite pouvoir dériver les normes. Donc ensuite, sur l'extrapolation vers les normes, là, c'est des modèles statistiques qui se mettent en place. Donc on fait des tests également en laboratoire, et une fois qu'on a généré certaines valeurs de toxicité, donc on va les utiliser dans des modèles statistiques pour sortir ensuite des valeurs d'effet sur un certain pourcentage des organismes, et c'est ça qui va ensuite nous permettre de définir ces NQE. Donc pour chacun des compartiments, on développe
une valeur seuil, et c'est le regroupement de ces valeurs seuil qui donne la NQE, bien sûr. Et donc ensuite, une fois qu'on a défini cette NQE, on a la valeur seuil à respecter dans le milieu, celle qu'il faut respecter et pas dépasser réglementairement parlant pour préserver le milieu. Donc juste pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, voilà, donc, on va chercher à définir des valeurs seuil pour les différents paramètres, que ce soit les valeurs seuil pour la protection des poissons, pour la protection des micro-organismes présents dans l'eau, la protection des organismes présents dans le sédiment, mais également après derrière sur le long des chaînes trophiques, ça peut être les organismes supérieurs, mammifères, oiseaux ou autres mammifères qui se nourrissent de poissons, ou l'homme qui se nourrit de ces poissons. Donc si on a un transfert de la molécule des premiers maillons vers les maillons supérieurs des réseaux trophiques. Donc pour d'autres particules, on n'a pas ce transfert trophique, donc en fait on va surtout se centrer sur les maillons à la base des réseaux trophiques et les maillons en haut des réseaux trophiques sont beaucoup moins avancés. Donc également, ça permet donc, de définir différents seuils, et c'est avec ces différents seuils ensuite qu'on agglomère et qu'on forme la valeur de la NQE, donc la valeur réglementaire. Et cette NQE, elle est censée ensuite donc, permettre la protection de l'ensemble des organismes présents dans l'écosystème. Donc la première étape qu'on doit mettre en place ici en Nouvelle-Calédonie pour aider à identifier ces NQE, c'est premièrement, on a regardé un petit peu ce qui nous manquait comme données, que ce soit pour le compartiment eau, donc regarder pour la protection des organismes aquatiques présents dans les masses d'eau douce. Donc on voit qu'on n'avait pas de valeur ici, de valeur de toxique, de valeur seuil pour les différents organismes. Donc on ne s'intéresse pas aux eaux marines dans notre cas sur ce projet-là, donc on ne va pas s'intéresser à ce compartiment-là. Pour les sédiments, donc là effectivement non plus on n'a pas de valeur de toxicité et de valeur seuil pour ces trois métaux dans les sédiments. Donc il va falloir qu'on génère des valeurs pour ce compartiment-là, comme pour le compartiment eau. Pour les organismes, donc pour le nickel, chrome, cobalt, on a vu avec des MML, et sur les résultats des MML, qu'on n'a pas d'amplification de notre réseau trophique de ces métaux. Donc c'est essentiellement sous forme inorganique dans le milieu, et on sait que les formes inorganiques des métaux ne se quantifient pas dans les réseaux trophiques, et ont plutôt tendance à se diluer. C'est-à-dire que les premiers maillons concentrent beaucoup de métaux, et au fur et à mesure qu'on monte dans les réseaux, donc on va avoir une dilution liée à différents facteurs, et donc les maillons supérieurs ne sont pas forcément exposés à des concentrations importantes. Également pour la santé humaine, donc là on a des valeurs qui existent. Donc pour le nickel, chrome, cobalt, on a et là si je donne la valeur pour le nickel, on a des valeurs toxicologiques de référence qui ont été définies pour le nickel donc, par rapport à la santé humaine, et on peut s'attendre à ce que ces valeurs toxicologiques de référence soient la même à travers le monde. L'humain réagit de la même façon qu'il soit, presque de la même façon qu'il soit. Et donc on peut s'attendre à ce que ce soit la même. Donc là-dessus, on ne va pas chercher à dériver de valeurs. On ne va pas tester définir des VTR pour la Nouvelle-Calédonie spécifique. On restera sur ces VTR. Et également, donc sur la partie eau potable, donc là, effectivement, on a une valeur qui est donnée, mais ça, on travaillera dessus, parce que ça, c'est une valeur qui est donnée par rapport à l'arrêté de 2007, qui est un arrêté métropolitain qui se base sur des données de métropole qui ont été adaptées, qui ont été transférées directement en Nouvelle-Calédonie. Donc là, par rapport à ce qu'on verra sur ces compartiments-là, on pourra retravailler sur cette valeur. Donc ensuite, aujourd'hui, on a plusieurs tâches, sous-tâches qui sont prévues dans cette tâche 2. Donc la première tâche, c'est l'analyse de la littérature scientifique qui est relative aux eaux douces tropicales pour collecter des valeurs d'écotoxicité. Donc ça, c'est une tâche qui est en cours. Donc sur les premiers mois de déroulement du projet, on s'est vraiment concentré sur ce qui, pour nous, est vraiment l'étape la plus longue dans le cadre de ce projet et qui peut être l'étape la plus limitante, c'est-à-dire développer des biotests d'écotoxicité avec des espèces locales. Parce que, comme disait Peggy tout à l'heure, on part de zéro. C'est-à-dire qu'aucune de ces espèces, on sait les élever en laboratoire pour l'instant, on sait les reproduire en laboratoire. Et on a besoin de maîtriser ces espèces avant de les exposer à des métaux pour avoir des résultats fiables derrière quand on fera les tests de toxicité. Donc on s'est vraiment concentré dans les premiers mois projet à développer ces biotests, et c'est ce que je vais exposer aujourd'hui en termes d'avancer sur le projet. Et donc là, on est en train de commencer les étapes d'analyse de la littérature scientifique. Et une fois que tout ça se sera développé, là on passera donc à la dérivation, aux étapes de modélisation des données qu'on aura générées pour dériver des seuils de qualité et des NQE pour les différents métaux. Ça c'est au niveau de la tâche 3. J'y reviendrai
disais, donc pour collecter ces données d'écotoxicité, il faut qu'on développe ces biotests. Donc ça, l'équipe qui est chargée de développer ces biotests, donc regroupe l'Université de Bordeaux, donc l'Université de Nouvelle-Calédonie, le CSIRO, donc le centre de recherche australien, et on a bénéficié dans le cadre du projet d'un recrutement d'un CDD de 6 mois pour un technicien qui était en charge de mettre en place, donc, de commencer à travailler sur les modèles biologiques et voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les différentes espèces locales. Donc ce CDD a été mis en place donc, cette année, donc entre juin et novembre, il vient de se terminer. Donc, et ça a permis de commencer à travailler sur les différentes espèces en laboratoire. Donc les métaux, c'est les 3 métaux cibles que je citais tout à l'heure, nickel, chrome, cobalt. Et donc après, donc, en parallèle, on va développer les protocoles d'exposition de ces différents organismes. Donc on se calera sur des protocoles standards au niveau international, donc en termes d'exposition des organismes. Donc les organismes retenus, donc on a ciblé trois maillons, on va dire, qu'on retrouve le plus généralement dans les eaux douces californiennes. Donc une algue, une algue présente dans la colonne d'eau, et on arrivera à travailler dessus, je pense. Donc ça, le biofilm, c'était en plan B, mais si on peut travailler sur une algue unicellulaire de la colonne d'eau, on peut faire travailler sur ce type d'organisme. Un invertébré pélagique, donc un microcrustacé, globalement on retrouve dans ce qu'on appelle le zooplancton. Et un poisson, donc un poisson, une espèce plutôt ubiquitée, c'est-à-dire qu'on retrouve assez large répartition en Nouvelle-Calédonie, et qui a quand même une certaine capacité à se développer dans des milieux qui sont perturbés, donc pour les ethnies. Un bon bioindicateur en toxicologie doit être une espèce qui quand même reste lorsqu'on a une perturbation. Ce n'est pas les espèces sensibles qui disparaissent dès qu'on a évidemment une perturbation, parce que là finalement il ne sert plus à rien. Ça peut être des espèces sentinelles dans un premier temps qui nous donnent un signal d'alerte, mais vraiment les espèces sur lesquelles on veut voir la toxicité, c'est des espèces qui ne disparaissent pas et qui subissent la pollution pendant un certain temps. Il y a effectivement une toxicité. Donc une fois, et en plus, pardon, ça a sauté de la diapositive, donc je reviens peut-être tout à l'heure, mais on a bénéficié également pour ce travail, on bénéficie également de l'appui de la NIPERA, donc et d'un consortium de scientifiques qui est regroupé autour de NIPERA, donc qui comprend des scientifiques du CSIRO en Australie, mais également des scientifiques anglais, qui sont du firme privé en Angleterre et qui ont l'habitude de travailler sur ces sujets-là, notamment en termes de modélisation et en termes d'utilisation de modèles biologiques. Donc on a des échanges réguliers, puisque sur la dernière année, on a des échanges tous les mois pour faire le point sur l'avancée des travaux et comment orienter les travaux et les protocoles derrière l'exposition. Ah pardon. Oui. Juste pour le poisson, initialement, tu étais parti plus sur un ubiquiste et un brouteur, là tu restes plus sur un ubiquiste. On est parti sur le brouteur pour l'instant. Il y a un brouteur et un prédateur initialement. Pour l'instant, on s'est concentré sur le brouteur. Et si on arrive à avancer comme on veut sur le brouteur, on ira aussi sur un prédateur. Il y a déjà des espèces ciblées. Ouais, on a déjà des espèces ciblées. Je vais venir à. J'arrive. Donc justement pour le poisson, donc je fais la slide sur où on voit donc les microcosmes avec les poissons, pardon. C'est la diapositive 45, pardon. Pour les poissons, donc justement, on a choisi de travailler déjà sur un brouteur ubiquiste qui est la rose comassis, c'est le petit hochon blanc qu'on trouve dans toutes les rivières. Donc il a assez large répartition, il est assez résistant, on le retrouve sur tous les cours d'eau, même quand il y a une influence minière. Donc pour cette expérimentation, on a été collecté une quarantaine d'individus. Donc sur la Pont-Voirie, au niveau de la foi, sur une rivière qui n'est pas une rivière ultramafique, donc des poissons qui ne sont pas impactés aujourd'hui par une présence de métaux dans la colonie, le nickel contre cobalt. Donc on a sélectionné 20 mâles et 20 femelles qu'on a ramenés en laboratoire au niveau de l'université et qu'on a mis à l'élevage dans des microcosmes de 400 litres. Donc c'est ici les deux bassins qu'on voit qui font 400 litres. Donc avec de l'eau du réseau qui est déchlorée. On a tapissé le fond de sable pour aquariophilie, donc du sable qu'on a trouvé dans le magasin d'aquariophilie ici, parce qu'il est nettoyé de toute poussière qui ferait la matière en suspension dans les bacs, et dénué de tous métaux aussi également. Et parce que c'est une espèce, la rose comassis, qui aime bien avoir des plages de sable pour se reposer et s'enfuir. La plupart du temps, il n'a pas à s'enfuir dans le sable et il sort pour chercher de la nourriture ou pour
après, c'est paradoxal. Donc, on en est à 6 mois de captivité pour ces espèces-là. On a eu peu de pertes au départ sur ces individus sauvages, donc ces individus qu'on ramène avec tous les pathogènes qu'ils ont sur eux également et qui ont avec eux. Donc, il y a eu un peu de casse au début, puisqu'il a fallu les traiter avec des antibiotiques, des antimycorhiziens, etc. Donc, une fois qu'on a pu stabiliser tout ça, on a maintenant une population de 30 individus restants qui est stable et qu'on maintient depuis 6 mois. Donc, ils sont acclimatés à leur milieu, il n'y a plus d'effet. On note plus de comportement de stress sur ces poissons qui sont bien acclimatés. Et ce qu'on cherche à avoir avec ces poissons, c'est qu'ils se reproduisent dans nos lacs, puisque les tests qu'on veut mettre en place, en discutant avec les scientifiques de l'IPERA, c'est des tests qui sont basés sur l'embryon, donc c'est-à-dire sur les œufs de poisson, et c'est ces œufs qu'on va exposer après la plutôt pour voir si on va générer des problématiques de développement embryonnaire ou pas. Est-ce que la casse a porté sur les deux sexes? Sur les deux sexes. Il n'y a pas de sexe supérieur à l'autre dans ces cas. Pas de violence en fait. Pas de violence à pas, mais on leur a dit que c'était la femme. Donc voilà, non, ça portait sur les deux sexes, c'est vraiment après des problèmes de mycose en fait. Les champignons qui se développent, donc il y a plusieurs périodes de traitement et depuis on a stabilisé le bac et on a stabilisé le poisson. Donc tout se passe bien. Et donc ce qu'on suppose pour cette espèce-là en Nouvelle-Calédonie, c'est que la période de ponte massive est sur la fin de l'année, donc mois de novembre, décembre. Donc on rentrerait maintenant dans la période de ponte massive pour cette espèce. Donc on espère que ici, les femelles qu'on a en captivité vont pondre et que les mâles aussi vont venir féconder les pondre. Donc c'est ce qu'on est en train de surveiller en ce moment. C'est de voir si les femelles. Donc on a mis l'égalité dans les bacs, effectivement, parce que c'est des surfaces de ponte pour ces poissons-là. Donc ils vont prendre des amas d'œufs qui sont pris dans une sorte de chaîne qui vient fixer sur les galets. Et donc c'est ces œufs qu'on va récupérer pour ensuite les exposer et faire les tests. Donc ça, c'est la solution, on va dire, idéale pour le test. Si on n'arrive pas à avoir de la ponte naturelle, on a aussi la possibilité de provoquer cette ponte avec des hormones. Donc ça se fait chez les poissons, donc ça va avec les vétérinaires de la place pour avoir toutes les autorisations qu'il faut pour travailler sur les poissons avec des hormones, etc. On respecte les protocoles éthiques de travail avec les animaux, donc on se met dans ce cadre-là. Donc on fera venir un vétérinaire qui surveillera les injections d'hormones, etc. Donc on essaiera avec les hormones. Et si finalement on n'arrive pas à maîtriser cette ponte et à maîtriser, donc avoir des œufs, on travaillera sur l'exposition d'individus adultes et on fera d'autres types de tests. Donc si on n'arrive pas à mener à bien ces premiers tests sur les œufs, qui sont les tests entre guillemets, préconisés par les guides américains et européens pour la toxicité sur les poissons pour ce type de. Donc, on se laisse jusqu'en début d'année pour travailler sur les pontes, et si d'ici là on n'arrive pas à maîtriser cette ponte, on mettra en place des solutions alternatives. Donc c'est inédit sur cette espèce? C'est inédit sur cette espèce, oui. On n'a pas trouvé dans la littérature, pour l'instant, on n'a rien sur l'élevage de cette espèce, et on n'a rien sur la reproduction en captivité de cette espèce. Donc, voilà. De manière générale, sur les espèces calédoniennes, autochtones, on n'a pas grand-chose. Ce n'est pas forcément les espèces qui sont utilisées. Après, on pourrait travailler avec des espèces type poisson lion, pipi, qu'on maîtrise bien. Voilà, mais ce n'est pas des espèces représentatives de la Calédonie. L'idée de départ, c'est vraiment de travailler avec des espèces locales parce que c'est des espèces qui sont présentes sur ces milieux ultramagiques depuis longtemps. Elles ont peut-être développé des capacités de détoxification qui sont différentes des espèces qui ne sont pas sur les milieux ultramagiques. Donc, c'est vraiment d'avoir une toxicité sur ces espèces-là qui vont vivre dans ce contexte-là, qui sont acclimatées entre guillemets à ce contexte-là. Et voir si on retrouve les mêmes valeurs de toxicité que d'autres valeurs générées en milieu tropical pour d'autres espèces sur d'autres endroits. L'idée, elle est là. C'est pour ça que ça intéresse la NIPERA, effectivement, de travailler avec nous sur ce sujet-là, et de voir si les valeurs qu'on trouve à la fin sont les mêmes que celles qu'ils trouvent en Australie, par exemple, sur des contextes différents. En Australie, ils ont eu les mêmes démarches qu'en Calédonie avec des espèces. Alors pour l'instant, sur le pouce, ils n'ont pas eu cette démarche-là, ils ont eu beaucoup mieux main pour l'instant, les gens qui font le travail. Et sur le pouce, ils ont vraiment, pour l'instant, ils en sont à un stade de recensement de la donnée existante en termes de données écotoxicologiques sur les œufs douces et sur les espèces tropicales. Et on s'aperçoit, les dernières revues qu'ils ont faites, finalement en Australie, ils n'ont quasiment pas de données. C'est plus des données qui ont été générées en Indonésie par des universités asiatiques, je crois, plus.
citer le pays, mais voilà, il y a quelques données qui existent, mais sont vraiment très partielles par rapport aux données qui existent dans zone tempérée à l'heure actuelle. Là où il y a un florilège de données en écotox en zone tempérée, il y a très peu de données en milieu tropical. Et c'est aussi pour ça que la Nipera, à la demande des producteurs de nickel, notamment, axe ses travaux en ce moment sur les milieux tropicaux et est intéressé par la collaboration qu'on a avec eux. Juste une petite question sur les poissons les poissons que vous avez donc, collectés, qui étaient dans la Fonvoirie, donc pas une rivière, enfin un milieu traumatique, est-ce que c'est pas gênant? Est-ce que les poissons sont obligatoirement dans la rivière? Je veux dire, tu dis que ces poissons vont certainement peut-être développer des... Oui, après, ce qu'il faut retenir là, c'est que ces poissons sont issus d'un pool génétique calédonien, entre guillemets. Ils sont pas, voilà. Habituellement, on ne sait pas trop, mais on estime qu'ils ne changent pas de bassin versant. Ils ne passent pas à la mer à un moment pour changer de bassin versant. Cette espèce-là, en fait, une fois qu'elle est dans la rivière, elle va grandir en rivière. Un pont en rivière, c'est uniquement la larve qui repart en mer. Et par contre, quand les larves reviennent, les jeunes albins reviennent sur les estuaires, ils reviennent indifféremment de leur lieu de naissance. C'est-à-dire que le pool génétique qui alimente les poissons de la Fonvoirie peut venir de massifs ultramaphiques. Le poisson lui-même, l'individu lui-même n'a pas vécu sur le substrat ultramafique. Par contre, il est issu de pool génétique qui est donc, voilà. Sur le crustacé, il y a des slides qui suivent ou... Oui, ça suit. Je viens sur les autres modèles juste après. C'était vraiment sur les poissons. Là, sur les algues maintenant, donc, là, on a été soulagé sur les algues pour travailler sur les algues unicellulaires parce que, en discutant avec l'IFOMER et la DECAL, notamment les personnes qui travaillent sur les projets microalgues, on a pu constater qu'ils avaient réussi à isoler 2 souches d'algues d'eau douce. Bien qu'ils s'intéressent aux algues marines, ils ont quand même regardé un petit peu ce qui se passe à l'eau douce. Et ils ont à l'heure actuelle 2 souches d'eau douce qui sont purifiées et isolées. Donc elles ne sont pas nommées à l'espèce, c'est des espèces qui n'ont pas été définies pour l'instant. Mais on sait que c'est des souches pures et on a une seule espèce d'algue. Et donc on a ces 2 souches qui sont disponibles et ils sont ouverts à une collaboration pour travailler avec ces souches d'algues et les exposer aux différents pays. Donc ça nous enlève une grosse étape, une grosse incertitude sur le fait qu'on arrive à isoler les algues, parce que c'est un processus quand même assez complexe, d'arriver à avoir une seule souche dans la culture, et de ne pas avoir de bactéries en plus dans la culture. Donc là, ça nous enlève une grosse étape de travail d'incertitude, donc là, on va pouvoir développer des tests sur ces algues-là dans les mois prochains. Donc à partir de début 2021. Et sur les interactions que cette espèce spécifique aurait avec le reste de l'écosystème dans le milieu d'eau douce, ça par contre, c'est pas forcément vrai. Sur l'interaction entre cette algue-là. Ouais, mais est-ce qu'elle a vraiment un rôle important dans l'écosystème si elle est sensible, effectivement. Ça, par contre, on ne sait pas. On sait qu'elle est présente dans les milieux du Grand Sud ultramafique. On sait qu'elle est présente sur d'autres rivières du territoire également. Donc, ils ont localisé les points où ils l'avaient recensé. Par contre, son rôle dans l'écosystème, elle fait partie de la production primaire du cours d'eau. On sait que sur les massifs ultramafiques, on est ultra-oligotrophe de manière générale. On a très peu de production primaire, sauf quand on a un problème. Donc, effectivement, elle fait partie de la colonne d'eau. Elle doit sûrement alimenter une chaîne alimentaire au-dessus de zooplancton et ensuite de poissons. Mais elle a son rôle, son importance. Et ensuite, donc, sur les microcrustacés, là, on est parti de collecte de zooplancton qu'on a fait donc, dans les collines du Grand Sud. Donc là, on a été chercher dans des milieux qui sont plus concentrés en zooplancton que les cours d'eau, parce que les cours d'eau, on a très peu de zooplancton pélagique. Donc, c'est plus compliqué à concentrer. Donc, on a été chercher dans les collines où c'est plus concentré en zooplancton. Et on a réussi pour l'instant à isoler une souche d'un petit cyclocoïdidé, dans la famille des cyclocoïdidés. Donc lui, on est arrivé à, pour l'instant, l'isoler, le reproduire en laboratoire. Donc on est en train de voir si on arrive à avoir plusieurs générations. Là, on est à la première génération. Donc on arrive à le maintenir en laboratoire. Et également, un autre organisme de la famille des chiloridés. Donc là, avec plusieurs filtrations pour isoler le plancton du reste. Avec ensuite des observations à la loupe binoculaire et des prélèvements à la micropipette des individus qu'on voyait, qu'on a collectés pour les isoler les uns des autres. Donc là, on a réussi pour l'instant à
maintenir cette espèce-là et une autre espèce de priorité, et à avoir plusieurs générations. Enfin, une génération en tout cas pour l'instant, on va voir si on arrive à les maintenir à la boucle. Donc si on arrive, si ça continue à avancer comme ça en train d'avancer là, en début d'année, on devrait être capable d'avoir des souches isolées dont on maîtrise la reproduction, puisque un des effets qu'on va aller chercher sur ces individus-là, c'est des effets sur la reproduction, donc sur le taux de renouvellement. Comme pour l'algue, ça va être des effets donc, sur la reproduction, donc le taux de biomasse qui va augmenter dans le temps. C'est ce qu'on va rechercher à regarder derrière. Une fois qu'on expose aux métaux, c'est les différents paramètres qu'on cherche à regarder. Donc pour l'instant, on en est là sur le travail sur les modèles biologiques. Là où on a encore des certitudes, c'est sur les fonds de poissons. Mais sur les autres modèles, on devrait pouvoir avancer dès le début de l'année prochaine. Et pour ça, on espère bien, je suis un peu plus optimiste que Peggy là-dessus, bénéficier du postdoc financé par l'IPERA. Le postdoc, il est acquis, c'est ce plan. Voilà, mais quand je dis j'espère bien, c'est qu'il puisse venir en début d'année, qu'on arrive à le faire rentrer sur le territoire en début d'année. Donc voilà. Et qu'il puisse venir nous prêter main forte pour travailler sur l'exposition de ces organismes. Donc voilà, et la réalisation des tests avec donc ces 3 métaux, nickel, chrome, cobalt, pour les différents organismes, qui seront testés à différentes concentrations. Et également, donc, l'apport de l'IPERA, il vient aussi sur le financement également de modification des autres paramètres du milieu lors de l'exposition des organismes aux différents métaux. C'est-à-dire qu'on va aussi jouer sur le pH. On verra comment on peut jouer sur la matière organique dissoute, qui est un facteur important de biodisponibilité des métaux pour les organismes. Donc, on sait que pour différents métaux, il est rapporté dans la littérature, plus les concentrations en matière organique dissoute sont importantes dans la zone bleue, moins les métaux sont disponibles pour les organismes, puisqu'ils sont fixés à cette matière organique. Et les complexes qui génèrent ne pénètrent plus, du moins par la voie directe. Ils sont trop gros ou chargés, pas chargés comme il faut pour pouvoir pénétrer les membranes et ils restent à l'extérieur. Donc ce qui est important de pouvoir, et c'est pour ça que sur les modèles d'exposition et de biodisponibilité, ce qui est recherché en priorité, c'est ce qu'on appelle les ions libres, c'est-à-dire ce qu'on considère comme la partie des métaux qui n'est pas fixée, que ce soit à la phase colloïdale ou à la phase particulière. C'est celle-là qui nous intéresse, c'est celle-là qui est disponible et potentiellement toxique derrière pour les organismes. Donc on pourra varier ces différents paramètres, pH, matière organique dissoute, dureté également dans les microcosmes pour voir ensuite si on modifie la toxicité des métaux et comment on modifie cette toxicité en fonction des variations de ces paramètres. Je vais te poser une question. Comme tu sais, nous, dans le passé, on en a fait beaucoup des tests comme ça, mais dans le milieu marin. Ouais. Et on a étudié l'effet cocktail. Est-ce que l'IPERA vous demande de faire ce genre de choses? Pour l'instant, non, ils sont vraiment. Uniquement métal par métal? Voilà, métal par métal, et en plus, pour l'IPERA, ils sont très focalisés nickel. Cobalt et chrome, c'est dans le cadre de CABAR qu'on travaille sur ces métaux. Oui. Et pour l'IPERA, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est vraiment. Oui, mais le nickel tout seul, quoi. Seul, voilà. Parce que le problème, c'est que nous, on a montré après, que. Cocktail, effectivement, ouais, ça change complètement. Hein. Clairement, parce qu'après, tu complexes les métaux différents. Ouais. Et tu priorises en fait ça par rapport à d'autres, etc. Donc ça joue. Donc pour l'instant, il n'est pas prévu dans le cadre de ce travail qu'on travaille sur l'effet cocktail. C'est des choses effectivement qui existent, qui sont référencées. Et en particulier le fer. Dès qu'on a montré que dans des victoires, il y a une certaine concentration de fer, la toxicité a changé complètement. Bah, tu veux les oxydes aussi de fer. Après, ils complexent complètement. Comme dans les rivières, il y a quand même pas mal d'oxyde de fer, je me pose la question. C'est une discussion qu'on a eue et qui est encore en cours d'ailleurs, ouverte sur parce qu'il y a la DOC, matière organique dissoute dans les cours d'eau ultramafiques. On attend encore les données de terrain pour savoir effectivement comment elle est présente et comment elle varie, à quel niveau de concentration on a. On est sur des milieux ultra-oligotrophes. On ne va pas avoir des milieux où ce soit le paramètre hyper concentré. Il doit y en avoir, mais sous les concentrations, on ne sait rien pour le passant. Quelques valeurs. Voilà. Ouais. Vous avez vous? Oui. Donc, on regarde les valeurs que vous avez. Et à côté de ça, par contre, tout ce qui est oxyde de fer, comme dans la phase colloïdale, c'est quand même un paramètre important. C'est une discussion qu'on a déjà eue avec eux, à savoir, par contre, après, ce que je ne maîtrise pas, et ça, c'est plus mon travail de pays, de chimiste, c'est de savoir comment on travaille avec ces oxydes de fer, comment on les fait varier dans un milieu fermé. Ça, est-ce qu'on peut jouer avec? En fait, là, grosso modo, ils ont simplifié le modèle en prenant que la matière organique dissoute, mais c'est pour finalement
avoir un moyen de jouer sur la concentration en ions libres. Ce qui est important, c'est vraiment la concentration en ions libres. Donc, voilà, ils ont simplifié en prenant comme chélatant, complexant, organique, mais il y en a plein d'autres, effectivement. Mais finalement, la question est toujours la même, c'est la quantité d'ions libres. C'est ça qui pénètre dans l'organisme par voie directe. Et effectivement, après, le second temps sera peut-être intéressant. Mais on peut faire varier ces ions libres avec plusieurs paramètres, plusieurs complexants. Et après, quand on rajoute d'autres éléments, du fer en grande quantité par exemple, ce fer va aussi occuper les sites de fixation. Et du coup, ça va être un phénomène de compétition, il y aura plus d'ions libres de l'élément qui nous intéresse. Non, mais l'objectif est de savoir où est l'objectif en fait. Parce qu'on peut jouer pas mal. Oui, après, on peut faire beaucoup de choses. Mais si l'objectif est seulement de travailler sur le nickel dans un milieu exclusivement riche en nickel et sans autres métaux, effectivement, c'est une façon d'opérer. C'est comme faire une sorte de normalisation en fait. Comme ça permet de comparer les différents milieux, zones. Après, l'idée derrière de la modélisation des variations de paramètres, c'est pas uniquement de travailler avec le nickel en milieu fortement nickel, c'est aussi de voir dans, et c'est pour ça que pour l'instant on est encore en attente des résultats de la phase 1, des premiers résultats de la phase 1, pour voir quel est le contexte géochimique général, pour savoir après comment on joue avec ces paramètres. Effectivement, il y aura peut-être des modulations à apporter en fonction de la qualité. La qualité de l'eau que vous allez mettre dans le bassin, pour les tests, vous allez la prendre. C'est encore en discussion. Voilà. Encore en discussion. De l'eau d'un milieu géographique qui n'est pas forcément trop perturbé, on va dire. Est-ce qu'on fait de l'eau de synthèse on parle de robinet, mais on rajoute certaines concentrations. C'est encore en discussion et effectivement, ça fait partie des discussions, notamment après quand on va venir jouer sur les différents paramètres. La difficulté, c'est de jouer sur le paramètre carbone organisme. Parce que qu'est-ce qu'on rajoute? C'est encore en réflexion. Et ça, on laisse les chimistes parler. J'ai une petite question qui va ricocher sur ce que vous dites. Là, on parle de formes colloïdales, on parle de formes qui sont quand même assez exotiques pour des analyses, on va dire, routines. Est-ce que si ces normes aboutissent, elles vont arriver sur des normes fixées sur une forme chimique au niveau d'oxydation, comme on a vu pour l'arsenic, mais aussi une forme, est-ce qu'elle est disponible, est-ce qu'elle est absorbée? Ça va être un peu compliqué pour finir d'avoir quelque chose qui fasse une synthèse, un consensus sur c'est quoi vraiment la norme, de quoi on parle exactement quand on parle d'arsenic normaux. C'est pas un peu périlleux quand même d'avoir plusieurs choses comme ça. Sur l'aspect écotox, l'arsenic n'est pas inclus dans le paquet. Non, je parlais d'arsenic. Oui. Après, c'est toujours considérer le risque minimum avec les marges d'erreur que ça implique. On ne va pas avoir une réponse absolue, tranchée. Tous ces tests-là vont nous dire, voilà, on a plus de chances que le milieu ne soit pas impacté, c'est toujours de la statistique. On essaie d'avoir un nombre d'organismes, un nombre de tests qui font qu'on a quelque chose de global. Mais après, les connaissances avançant, on peut aussi toujours revoir ce genre de normes. Là, on ne va pas pouvoir faire. L'objectif, c'est de dériver une norme de qualité environnementale avec les données que l'on aura acquises à ce jour. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'il faudra revoir aussi par le passé. Ce ne sont pas forcément des choses figées dans le marbre. Alors, je ne veux pas dire que ce qu'on va faire n'est pas bien et qu'il faudra tout de suite le réexaminer. Mais on ne peut pas tout tester et on va être obligé de prendre des décisions avec ce que l'on a. Voilà. Et avec toutes les incertitudes qui sont associées à ça. Le sens de ma question, c'était juste quand on arrive après à traduire ce que vous aurez observé au laboratoire, à travers une norme qui sera forcément vérifiée avec les technologies du marché, c'est-à-dire qu'un échantillon prévu dans telle condition est analysé avec tel type de méthode, telle norme. Et donc, il faudra bien se rebrancher, on va dire, sur des techniques de laboratoire conventionnelles. Si toutefois vous découvrez que c'est une forme quand même particulière de l'élément et qui n'est pas forcément analysée. Après, on se base sur des approches qui sont quand même validées et faites un peu partout dans le monde. La seule nouveauté, c'est que nous, on travaille sur des organismes que personne ne connaît.
Ouais, de toute façon, Et l'approche, c'est quelque chose qui est validé. Hein, Oui, oui, non, mais il y a une étape de modélisation derrière, on ne s'arrête pas là, j'allais venir. C'est que là, on va définir des valeurs seuil pour ces organismes. Donc, ce qu'on appelle, en termes un peu barbares, des valeurs de non-effet, des concentrations de non-effet ou des concentrations létales à 50% ou à 10%, on fixe les seuils qu'on veut retenir. Et derrière, il y a une étape de modélisation déjà. C'est pour ça qu'on travaille sur les différents paramètres, parce que derrière, il y a un modèle pour tester la biodisponibilité de ces métaux par rapport au contexte de la colonne d'eau. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le Binding Ligand Model en anglais, qui va être un modèle qui va être utilisé derrière et adapté au contexte géochimique. Parce que l'idée qu'Anipera, c'est de travailler sur ce modèle et de venir l'adapter un petit peu. Parce qu'habituellement, ce modèle, effectivement, il prend en compte la performance de pH, la dureté, et en fonction de ces paramètres, il fait varier la disponibilité du métal. Voilà. Et donc, ensuite, on se place dans des conditions géochimiques de référence, on appuie sur le milieu environnement dans lequel on travaille. Et avec le modèle, on dit que voilà, vous êtes à ce niveau-là, et on est sur un seuil de disponibilité important ou pas important pour ce métal. Et ensuite, on prend cette disponibilité, on la rend dans un autre type de modélisation qui va être à définir une valeur seuil derrière pour une valeur sécuritaire pour préserver le milieu à une hauteur de ce qu'on fixe comme seuil à 95% des organismes, 90% des organismes ou 50% des organismes en fonction de ce que définit, ce qu'on peut retenir. Donc il y a toutes ces étapes de modélisation derrière qui vont être, alors je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'en plus je ne suis pas spécialiste au là, et derrière c'est avec le CSL Group qu'on va travailler et avec les employés de WCA qui sont eux spécialistes de ces modèles et qui vont nous accompagner pour justement récupérer nos valeurs qu'on aura générées localement, les miner à travers ces modèles, récupérer les données géochimiques du contexte général calédonien pour les eaux ultramarines qu'on aura défini en tâche 1, et qui vont après travailler avec ces modèles pour définir déjà le comportement du métal et sa disponibilité en fonction du contexte local, et deux, quelle est la valeur seuil qu'il faut retenir pour le nickel, par exemple, pour estimer qu'on préserve 90% de la vie aquatique. Donc, voilà. Et donc ça, et c'est pour ça qu'il nous faut, pour ces modèles-là, derrière, un exemple, voilà, c'est ces courbes, ce qu'on appelle ces courbes SSD, après derrière, donc c'est des courbes où en fait on va projeter les différentes valeurs seuil définies pour les différents types d'organismes aquatiques qui sont présents dans la colonne d'eau, donc que ce soit des algues, des invertébrés, des poissons, on prend toutes les valeurs seuil définies pour les différents types d'organismes, on les projette et ensuite on va chercher avec, en rentrant aussi dans le modèle, la biodisponibilité du métal dans le contexte chimique prédéfini du milieu dans lequel on travaille. Et ensuite, donc, avec ce modèle-là, on peut fixer des seuils en disant qu'on peut préserver 95% de la biodiversité aquatique. Donc, la valeur réglementaire va se fixer ici, quand on compute la courbe de toxicité à 95%. Et donc, c'est cette valeur ensuite qu'on prend, et c'est cette valeur à laquelle on applique des fois des filtres en plus supplémentaires, des filtres sécuritaires, si on estime que là, on n'a pas assez d'espèces représentées dans le modèle. Alors, on n'a pas assez de valeur, on peut appliquer des filtres sécuritaires. Donc, souvent, c'est des facteurs de 10 et 10, 100 000. Et on applique ces filtres sécuritaires pour obtenir cette valeur qui, comme dit Félix, c'est une première valeur. Elle n'est pas affichée dans le marbre. Après, elle pourra évoluer dans le temps. Il y aura d'autres analyses qui seront faites, d'autres valeurs de toxicité qui seront amenées à ces modèles SSD qui viennent les compléter. Donc, ils peuvent être complétés dans le temps. Et puis, en même temps, pour redériver de nouvelles valeurs assez facilement. Et revoir la valeur seuil si elle était peut-être trop drastique ou pas. Mais c'est une première valeur qui est générale. Il faut bien commencer. Ouais, mais c'est super intéressant. Donc, cette étape de modélisation, effectivement, ça, je pense quand on arrivera à la présentation de ces résultats-là, on sera avec une visioconférence avec les gens qui travaillent dessus. Donc, vous puissiez bénéficier de leur expertise, qui va sûrement être en anglais, mais je pense que ça ne gênera pas trop grand monde. Mais voilà, mais effectivement, on n'a pas d'experts de la modélisation sur le territoire, donc on travaille avec des gens. Voilà, j'en ai fini pour cette partie-là. Oui, mais très rapidement, hein, je ne vais pas vous retenir encore très longtemps. Donc là, il faut vraiment que l'on démarre l'étape de collecte des échantillons pour compléter la base de données pour le groupe géochimique et pour l'écotoxicologie. Donc là, il faut qu'on démarre assez rapidement l'étape d'échantillonnage dans les cours d'eau pour tous les paramètres physico-chimiques à analyser. On espère collecter des données complémentaires chez différents détendeurs de données, mais
Là, on est parti sur acquérir un minimum encore 180 échantillons pour vraiment avoir quelque chose de robuste. Parce qu'à l'heure actuelle, ce que l'on a, on manque vraiment de données comme la NASA. On espère avoir assez de sous pour financer toutes les analyses. Ça va dépendre toujours des niveaux de concentration, mais ça dépend parce que si on peut faire tout en ICP optique, ça c'est pas cher. Si on est obligé de passer en ICP-MS, c'est beaucoup plus cher. Donc il y a une part d'inconnu, hein, c'est quand même important de le signaler. On espère pouvoir analyser plus de 180 échantillons à collecter dans l'année à venir. On espère avoir les moyens de faire toutes les analyses. Donc on veut échantillonner 3 sites pas ou peu impactés, donc des sites proches de quelque chose qu'on pourra appeler une référence, et 3 sites impactés. Alors les critères, il faut que les sites soient accessibles, même quand il pleut. On aimerait qu'ils soient assez proches de Nouméa, parce qu'il y a de nombreux prélèvements à réaliser, donc on ne peut pas passer notre vie sur la route. On aimerait que les sites impactés et non impactés soient assez proches l'un de l'autre, pour une géologie proche, des conditions météorologiques proches également. Et puis, les manifs d'écotoxicologie font suite à des données que l'on a acquises sur le Mont Cognambo. Donc, pour cette dernière tâche-là, on va très probablement proposer le Mont Cognambo comme site d'échantillonnage. Donc, je voulais en venir juste à cette proposition de 3 sites à échantillonner. C'est une première proposition. Si vous avez des suggestions, je suis ouverte à toute proposition. Hein. Je connais bien la Nouvelle-Calédonie, mais s'il y a des endroits merveilleux, absolument non impactés, qui pourraient servir de bassin de référence idéal, je suis preneuse. Donc, mes propositions sont les suivantes. Une région dans la zone de Thio, à l'est, dans le sud, dans le parc de la Rivière Bleue, et poursuivre l'acquisition de données sur le Mont Cognambo. Donc ça fait est, sud, nord. À Thio, bon, c'est la rivière de Thio impactée sous la mine de Thio Plateau. La Taudrée, qui a déjà également été étudiée dans le cadre de projet CNRT, qui semble finalement peu impactée, qui pourrait être intéressante. Ça reste relativement accessible. Hein. Nouméa Thio, c'est 1h40. Et la Taudrée, il faut rajouter, je pense, au moins encore 30 minutes de voiture. Mais donc, ça reste encore faisable. Le parc de la Rivière Bleue, plusieurs possibilités. Et la Rivière Bleue, la Rivière Blanche, le cours d'eau de la rivière du mois de mai. Dans la zone en rivière impactée, moi j'ai pensé à la Coulée, c'est pas tout à fait la même zone, mais c'est pas trop loin non plus. Et puis Mont Cognambo va poursuivre les données acquises, talée à gauche, talée à droite, talée à gauche, donc c'est la même rivière, on a parlé en écotox. Le bras gauche est impacté, le bras droit n'est a priori pas impacté. Donc si on regarde, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors après se pose encore la question de où échantillonner. Si on veut quelque chose qui soit une référence, il faut éviter les zones sous influence de zones dénudées. Sauf si c'est ça la référence de la Calédonie. Sauf si c'est ça la Parce que quand on voit les images, bon ça c'est un échantillon, mais j'en ai souvent sous les yeux. Et peut-être qu'on peut aussi se poser la question, c'est quoi le paysage de référence en Nouvelle-Calédonie? C'est la vaste question qu'on s'est toujours posée quand on est dans milieu marin. Il n'y a pas de station de référence, c'est clair. On considère qu'il y a un endroit qu'on peut comparer à un autre endroit qui est plus impacté que le précédent. Mais sinon, il n'y a pas de site de référence réellement là-bas. C'est ce qui évolue énormément, puisqu'avec les feux, ça a plein battu tout le milieu en une fois et c'est terminé. Donc voilà, c'est à peu près la même zone géographique. L'avantage aussi, c'est que comme il y a un nombre élevé d'échantillons à prélever et qu'il y a un autre projet qui va démarrer normalement en 2021 sur la poussière et le site d'études, c'est Thio, pour mutualiser les missions, pour aller sur le site de Thio et donc ça fait une approche intégrée aussi finalement, qualité de l'eau poussière sur une même zone géographique, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, ma première proposition, c'est la région de Thio. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis ouverte à toute proposition.
La deuxième, on l'a vu, c'est le parc de la Rivière Bleue. Là aussi, il y a plusieurs possibilités. Il faut aller voir en termes d'accessibilité, négocier avec le directeur du parc que l'on puisse venir régulièrement échantillonner. C'est assez proche de Nouméa, ça a aussi son avantage, c'est en là-dessus. Et puis la rivière de la Poulée, fortement impactée dans une zone géographique assez proche. Juste la Poulée, il y a eu quand même un gros feu l'année dernière, je ne sais pas si ça peut... Complètement. Si, complètement, mais après, c'est un impact, ça peut être voilà, une valeur haute aussi, ça peut être intéressant aussi d'avoir cette valeur haute qui n'est pas de la mine et qui peut être autre chose que la mine aussi. C'est dans les mines. C'est pas beaucoup plus loin. Un super bon exemple de cumul d'impact sur la qualité. Voilà. La question des loin des habitants. Je voudrais qu'il y ait un impact. Alors là, il faudrait, pour la Poulée, alors j'ai pas zoomé, mais quand on remonte un petit peu dans le bassin versant, il y a de moins en moins de population. Mais effectivement, il ne faudrait pas que ce soit trop proche des habitations non plus. On ne va pas que ce soit une zone de baignade très fréquentée non plus. Enfin voilà, donc il faut aller repérer sur site le meilleur endroit, mais effectivement, il y a l'urbanisation, et là l'urbanisation, c'est pas la cible. La cible, c'est finalement c'est le transport solide, qui soit lié à la mine, mais ou à autre chose. Hein, les feux, par exemple, engendrent un transport solide significatif. Tu parles de transport solide là maintenant. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un lien avec ces métaux. C'est parce que justement ce lien-là, maintenant, il est incontestable que vous cherchez quand même spécifiquement des cours d'eau qui déjà, on va dire, alors, visuellement, ce qui est certain, c'est que quand il y a un transport solide important, il y a une concentration en matière, en métaux dissous et totaux. Totaux, c'est logique, hein, les mêmes dissous qui augmentent. Okay. Donc il y a un lien. Les métaux, ce qu'on a montré dans les précédents projets, c'est que une proportion, une quantité significative de métaux de ces particules transportées passe facilement en solution, comme on l'a montré pour l'arsenic. Pour le nickel, le chrome, les quantités sont encore bien supérieures, sont vraiment peut-être même 500 fois plus que pour l'arsenic. Donc on a vraiment une quantité de métaux qui passe facilement en solution qui est importante. Donc il n'y a aucun doute pour moi sur la relation entre transport solide et quantité de métaux qui augmentent dans les cours d'eau. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, parce qu'il y a aussi des alimentations souterraines, ça c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en tout cas c'est un facteur indéniable. Et donc voilà, je voulais juste vous montrer t'allais à nord, t'allais à droite et t'allais à sud sur le site de KNS. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a déjà pas mal de données, donc c'est un site que l'on connaît bien. Donc voilà mes propositions que je voulais vous soumettre aujourd'hui pour finir. Moi, je voudrais juste te dire que dans le cadre de chronique, ils vont travailler également sur l'aspect bassin versant et à l'île en particulier, je crois, confirmé avec Julio. Du coup, ce serait intéressant peut-être de collecter leurs données qui vont être dans bassin versant. Enfin, en tout cas, voir si c'est pas possible de mutualiser les données acquises par l'un et l'autre. Ben, en fait, on a autres intermédiaires. Donc, je sais pas, moi, je vais questionner, savoir s'il n'y a pas de difficulté à ce qu'on mette à disposition. Vous parlez des conventions dans l'introduction, je ne sais pas s'il y a effectivement dans ces conventions. Moi, je peux déjà pousser un peu les choses pour qu'elles soient regardées plus près. Et puis, s'il n'y a aucun obstacle, ça peut aller relativement vite. Après, on parlait tout à l'heure des difficultés d'échantillonner des crues. Nous, on a quand même des préleveurs automatiques et qui sont proches de voies d'accès. La mine est accessible aussi. Si vous cherchez des endroits où on a des volumes d'eau importants qui sont issus de ruissellement sur mine avec des sédiments, en fait, on a ça, moi. Donc, des gros bassins avec beaucoup de sédiments, il y a de la matière qui est accessible en tout cas. Et si dans le cadre des échantillons prélevés automatiquement, il y en avait qui vous intéresseraient en particulier, peut-être qu'en fonction des volumes dont vous avez besoin pour faire vos analyses, on peut peut-être vous faire une collection d'échantillons que
vous pourrez ou pas analyser si vous considérez qu'ils ont des éléments. En secteur minier et en période de crue, c'est le type d'échantillon que l'on a en plus grande quantité. Ah, d'accord. Ce ne sont pas parce que justement les miniers fonctionnent avec des préleveurs automatiques en période de crue. Donc c'est pas que ça m'intéresse pas du tout. Hein. Non, mais je prenais de tout type d'échantillon. Mais en fait, plutôt en période d'étiage. Voilà, plutôt en période d'étiage et en période de crue dans des bassins de référence. Parce que ça, on n'a pas non plus. Période de haute eau sur des bassins de référence, on n'a pas beaucoup de données non plus. Donc, voilà, ce qu'on a le plus, je dirais, c'est haute eau sur le minier.